J'ai 36 ans aujourd'hui, mais cela a commencé dès mon plus jeune âge, lorsque je courais sur le carrelage de la cuisine en appelant maman. J'étais né en un temps de l'humanité qu'il ne conviendrait plus de compter, loin de l'improbable lecteur de ces lignes, loin de votre époque mon ami, mais encore sur notre terre remaniée par les désastres écologiques et les guerres. Peut-être pas dès mon plus jeune âge, mais disons vers 8 ans environ, 8 ans, c'est à peu près ça, oui, quand j'ai commencé à écrire ce que je pensais ou ce que j'imaginais sur des petits cahiers. Certains font leur doigt le plus long dans leur nez, mettent dans leur bouche n'importe quoi, y compris leur plus long doigt. Bref, je veux dire que j'étais plutôt un maniaque du stylo. Je dessinais sur les tables de l'école, et pas de petits gribouillages, non, j'imaginais des fresques épiques dignes, c'est ce que je me disais alors, du plus grand artiste que la Terre ait connu. Aucun de mes petits camarades pourtant, pas même ceux que je considérais comme des potes, aucun professeur non plus ne s'est attendu vraiment sur mes œuvres pour les signaler comme étant le produit du renouveau artistique attendu de tous. Au lieu de cela, on me tira souvent les oreilles, me mit des fessées et toutes sortes de brutalités qui me semblaient datées d'un autre âge, mais contre lesquelles aujourd'hui peut-être plus personne ne protestait car on devait en avoir honte. Je regardais par la fenêtre, levant les yeux au ciel ou perdu dans des visions fantastiques. Je regardais aussi les filles. J'écoutais leur accent timide, brillant, espiègle ou tendre. J'ai toujours aimé les filles. Autour d'elles, je voyais les hommes comme des brutes. Mais j'enviais leur beauté ou leur manière de parler, si sûre et si bête. Je me disais bientôt, chaque jour, que, si différent des autres, je devais être destiné à de grandes choses, et de façon tout aussi certaine, je me voyais guider l'humanité tout entière vers une ère nouvelle. Une ère qui lui appartiendrait. Je suis né vers la fin de la deuxième saison, en 4250, de l'ère des machines. C'est comme ça qu'on nomme communément, parfois, le début du plus grand bouleversement de l'histoire de l'humanité. L'homme, dépassé par les machines intelligentes dont il est le concepteur des prémices. Je n'ai pas fait d'études d'histoire et je regrette, non sans honte, de n'être pas en mesure, pour moi-même comme pour un étranger à qui j'essaierai de raconter cette histoire, d'expliquer avec éloquence le tumulte de l'humanité, de ses origines à nos jours. Je peux vous dire toutefois une chose dès maintenant, l'ancien calendrier se référait à une religion qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'existe plus de religion aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de tradition. Il y a bien sûr des croyances nouvelles, mais tout culte a été interdit par le système. Qu'est-ce que le système ? Nous allons y venir, mais je dois continuer mon histoire et rassembler mes souvenirs, les archives que j'ai pu collecter au fil des ans pour vous proposer un récit cohérent. Je comblerai les trous quelquefois. Attendez, faut que je retire mon casque. C'est plus pratique pour parler. Je continue ? Merci. Quand j'avais l'âge d'être à la dernière classe de la seconde section de l'école, c'est-à-dire en entrant dans l'adolescence, je lisais peu, mais je consacrais mon temps de lecture uniquement à des ouvrages classiques. Je n'étais pas trop adepte des lecteurs ou projecteurs de contenus divers. Je n'ai, c'est vrai, jamais eu la place pour ce genre de dispositif, mais de toute façon, je préfère la littérature au divertissement. Il m'est arrivé d'aller au cinéma, il m'est arrivé des tas de choses bêtes d'ailleurs, et je me considère absolument pas comme un intellectuel, mais c'est vrai que j'ai eu une fâcheuse tendance à préférer les livres. Des livres que je lis sur un pad. N'allez pas croire que j'ai les moyens de m'acheter des ouvrages imprimés sur du papier, reliés et avec une couverture illustrée. À part 2 ou 3 ouvrages, c'est vrai, dont j'ai fait l'acquisition bien plus tard, dans des moments de folie ou de richesse passagère, les livres imprimés, je les consultais dans les librairies ou dans les bibliothèques. Je n'étais pas un gros lecteur, et je n'étais pas attiré par les livres. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'étais pas l'un de ces boulémiques de lecture, ni un snob. J'étais fasciné par certains textes. D'abord, ce fut par quelques nouvelles, puis par des essais philosophiques, enfin par des romans. Tout cela parsemé par des découvertes variées, en bande dessinée notamment. Personne ne me l'a jamais dit, mais je cherchais sans doute une vérité absolue cachée dans ces ouvrages, ou dans le réseau que ceux-ci constituaient en toute ignorance. La recherche d'un absolu placé ingénieusement par un architecte suprême. C'est ce que j'ai pensé parfois, mais sans jamais le formuler de cette façon. Encore moins à 12 ou 13 ans. J'étais dans un genre d'école plutôt standard, c'est-à-dire assez mauvaise dans l'ensemble. La sécurité n'y était pas un problème.
Et ce n'est pas ce genre de choses dont il fallait se préoccuper à mon époque. La sécurité n'a plus jamais été un problème dans l'ère du système. Attendez 2 secondes, je dois remettre mon casque. C'est chose courante ici, ne vous inquiétez pas pour moi. Où en étais-je? Ah oui. La sécurité n'était plus un problème depuis l'avènement de l'ère du système, mais le sujet persistait dans les discussions des hommes adultes. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas vraiment prédire ni penser. Je veux dire, aller savoir pourquoi certaines choses disparaissent et d'autres persistent. À l'échelle d'une histoire comme la nôtre, c'est peine perdue. L'homme n'ayant plus de responsabilité politique importante entre les mains, ni de pouvoir réel sur quoi que ce soit sur Terre finalement, c'était en vain que des êtres, adultes et éduqués de surcroît, gaspillaient leur salive en discussion sur le sentiment d'insécurité dans les écoles. Et dans ce genre d'école, on se destinait à des petits métiers administratifs. Vous voyez, on parlerait de fonction à mon époque bien sûr, mais moi j'appelais déjà ça une occupation, parce que j'étais convaincu que le système nous imposait des tâches inutiles, simplement pour nous occuper. Je n'ai pas vraiment appris de langue étrangère, alors je lisais les grands auteurs de la littérature française oubliée. Je vous parle là d'écrivains terriens qui ont vécu il y a sans doute 6 ou 7 000 ans. Je n'ai jamais été très fort avec les chiffres, désolé. Un jour, je reçus sur le petit terminal que j'utilisais alors une invitation à la fête d'anniversaire d'Aude. Aude, une camarade de classe que je connaissais depuis toute la durée de l'école, puis du collège. Je ne saurais dire aujourd'hui, et je ne savais pas en ce temps-là non plus, si elle était belle. Comme toute fille, je l'observais. J'avais timidement remarqué qu'elle me regardait souvent. Pourtant, je n'avais pas répondu à l'invitation et le jour de l'anniversaire de la jeune fille, j'allais tranquillement, comme à mon habitude, voir les chevaux. 30 bêtes environ vivaient sur un terrain délimité par le système. Et, convient de le signaler au regard du passé de l'humanité, ces bêtes vivaient librement. Il n'était pas possible de les dresser ni de les monter. J'avais lu certains ouvrages au sujet de l'équitation et des prouesses que les hommes imposaient aux animaux, mais mon époque avait connu la libération par le système des espèces animales du joug de l'humanité. À la différence de tout... Je vous l'ai déjà dit, ou pas, je sais plus. Bon, peu importe, je vous le dis ou redis. À la différence de mes camarades, j'étais né de manière 100% naturelle. Mettez des guillemets à naturel. À 100%, ainsi qu'à l'expression 100% naturelle. Mes parents m'avaient conçu certainement avec une assistance technologique, mais j'étais né prématurément sur une autre planète, alors que ma mère était en déplacement professionnel. Je ne connais pas bien les détails. Je ne vous cache rien, c'est juste que dans ma famille, on ne parlait pas beaucoup du passé. On n'était pas du genre à raconter des histoires pour dormir ou se rassurer. En grandissant, j'ai vu que c'était très important dans beaucoup de familles de se raconter des histoires pour renforcer le lien familial. Je ne sais pas non plus si ça faisait une différence véritable aux yeux de mes petits camarades de classe, parce que jusqu'à 18 ans, ça ne cogite pas beaucoup, mais je passais beaucoup de temps seul. Attendez, je dois vraiment faire une petite manip. Ça ne prendra que quelques secondes, mais j'aimerais retirer mon casque pour parler normalement sans être interrompu par une autre alarme. Lorsque je finis mes études, j'ai tant bien que mal essayé de trouver un travail. Le plus souvent, j'étais rédacteur ou photographe. Ça sonne cool. Je ne sais pas si je regrette ou pas mon passé, mais je dois vous avouer que je suis paresseux de nature. J'aurais pu mieux faire. Mes parents n'ont peut-être pas été aussi fiers de moi qu'ils l'ont été de mes frères. Bien sûr, quand j'y pense aujourd'hui, c'est loin. Loin, loin, vraiment très loin. Cette distance, c'est une façon de parler, rend ce passé impersonnel. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de dire, comme si c'était celui de quelqu'un d'autre. Ce qui est vrai en quelque sorte. J'ai vécu toute ma vie d'adulte dans Paris. J'ai pu me le permettre pendant plusieurs années, mais je dois le reconnaître, mon aptitude à m'ennuyer, à me lasser de la vanité des emplois, occupations, ainsi que mon goût pour le voyage, me firent quitter chaque fois mon travail après quelques mois, 1 an tout au plus. Le système devait considérer que ce n'était pas une si bonne chose d'être curieux, puisque mes conditions de vie se dégradèrent
tout au long de cette vie de jeune adulte. Je dis jeune, ce n'est pas très précis, excusez-moi. Disons que pendant 40 ans, j'ai survécu. Et j'ai regardé les gens autour de moi qui se débrouillaient mieux que moi, non sans un peu d'envie, je peux l'avouer aussi, mais avec une certaine indifférence. Non, pas une certaine indifférence. Je m'en foutais en fait. J'envoyais régulièrement des requêtes auprès du système pour qu'il me comprenne mieux. J'expliquais dans de longs messages quelles étaient mes aspirations. De façon argumentée, je lui racontais comment je pensais et je tentais en fait de le convaincre, de regarder lui aussi le monde avec des yeux plus poétiques. Et je ne faisais pas cela pour le flatter, mais j'imaginais que, si l'esprit artistique était si rare chez l'être humain, il pouvait aussi être cultivé par un esprit d'une autre nature. Je faisais tout cela en vain, et le système ne me répondit pas. Sinon, avec une sorte de mépris en me retirant pendant de longues périodes toute occupation, et donc le moyen de voyager ou de vivre correctement à Paris. Mes proches ne comprenaient guère ma situation. Fin du premier enregistrement. Je suis éveillé depuis 72 heures d'après mes calculs, et la jauge qui parcourt la manche de ma combinaison. En gros, je dois aller pioncer et je ferai le second enregistrement demain. Si demain, il y a. Découvrez la plus incroyable des aventures de science-fiction en exclusivité sur Comment Passant, une histoire de l'humanité, une histoire d'amour, dans une grande saga audio intitulée Première Planète. Apparemment, il ne s'est rien passé pendant que je dormais. Ce qui est rassurant. Je ferai un tour dehors tout à l'heure, juste histoire de me changer les idées. Et juste au cas où. L'air me semble parfaitement respirable à l'intérieur. Ah, bien sûr, cela va sans doute m'encourager à prendre le risque de dormir de nouveau dans un délai plus court que raisonnable. C'est très rare que je dorme. Cela ne m'était pas arrivé depuis 72 heures. C'est peu, mais c'est exceptionnel. Ce qui est étrange parce que je n'ai aucune notion de la durée de mon sommeil. Mais pire, je ne sais pas quand je pourrai de nouveau dormir. Même si je suis ici de façon temporaire, j'ai un tas de choses à faire pour ne pas faire de mon séjour un cauchemar. J'ai beaucoup à accomplir. De plus, je ne sais pas si on peut vraiment parler de sommeil. Le sommeil, c'est pour moi plus un souvenir parmi d'autres. Je ne me rappelle pas de mes rêves non plus. Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous parle de toutes ces choses. En fait, vous ne vous attendiez pas à écouter les mémoires d'une âme perdue dans les âges, mais c'est ainsi que cette histoire doit se raconter. Parce que j'ai quand même quelques révélations à vous faire. J'en connais beaucoup sur le système, et sur le sort de l'humanité. Ah, vous entendez ces bips.
Je ne sais pas s'ils vous sont familiers. Parlons justement un peu technologie. Ce qui n'est pas si évident, parce que beaucoup de choses ont disparu avant d'être réintégrées à la société. Pour maintenir en l'état cet habitacle, c'est peu de choses à savoir. Mais je n'ai jamais été formé convenablement à cela. Je sais simplement qu'il y a un générateur très ancien, puisqu'il fonctionne avec un genre de pile atomique. Comme la structure est, je vous ai dit, ancienne, je me fais quelques soucis sur la stabilité du générateur. Cela vous inquiète. En fait, c'est une chance que ce genre de structure existe encore. Je croyais que le système avait déjà tout nettoyé. Cette petite station, si l'on veut, aurait été invivable pour moi si elle avait été conçue plus tard, et je n'aurais pas compris la technologie. Les bips, les boutons, les leviers, les écrans, toutes ces choses, ce sont des technologies qui n'ont de sens que pour l'homme. Vous voyez ? L'histoire de l'humanité est assez chaotique et en même temps simple à résumer. Moi, je n'en connais que les grandes lignes. Le système a remplacé l'homme. L'homme a ruiné la Terre, menacé toute vie possible. Dans ma vie d'alors, c'est la réalité augmentée qui était la technologie la plus populaire. Imaginez les villes peuplées d'êtres humains avec des lunettes sur la tête. Des grosses lunettes, parfois des casques. En général, un genre de visière opaque qui sert d'écran. Mon père me racontait quand j'étais gamin qu'il avait prévu cette mode. Et il était très critique à l'égard du progrès, et je ne partageais pas souvent son avis. D'ailleurs, il critiquait aussi les progrès en cours, ceux qui n'étaient plus pour l'homme. Moi, je savais simplement que le système réparait la Terre, à sa manière. Il n'était plus question de dispositifs intégrés par chirurgie. Les sciences antiques avaient réalisé des prouesses, mais l'homme était comme dénaturé. Ces technologies avaient été très utilisées. Mais au terme de guerres particulièrement dévastatrices, le système, cette entité naissante alors, avait retiré à l'homme l'usage de la réalité augmentée. Celle-ci revenait soudain, mais dans ma jeunesse, sous une forme nouvelle et entièrement contrôlée par le système. Je dois vous paraître particulièrement ignorant à ma manière de m'exprimer. C'est vrai que je sais peu de choses, mais vous devez bien voir que l'homme était réduit à peu de choses, justement. Par exemple, cela peut vous paraître bizarre, mais l'homme ne pouvait plus aller où bon lui semblait. Des zones très vastes de la planète Terre nous étaient interdites. Prenez une carte du monde et tronquez sans doute 70% des territoires d'avant l'ère du système, et vous obtiendrez la géographie telle que je l'ai connue. Nous ne pouvions plus accéder qu'à des zones balisées et contrôlées. Si l'homme s'est senti spolié, ce n'était que justice rendue à la nature. Je crois que c'est mon opinion en quelque sorte. Vous entendez tous ces bips peut-être ? J'aimerais avoir plus de temps pour faire ces enregistrements. C'est très important pour moi. Mais je dois m'occuper aussi des bips, parce que si je ne m'en occupe pas, ma tête risque de finir en bouillie. Et personne d'autre que moi ne va y faire attention. J'aimerais être franc avec vous. Ça commence mal quand on dit ça, vous savez. Mais là, je suis un peu pressé par le temps. Pour vous la faire courte, je suis dans un habitacle plutôt précaire. Depuis quelque temps, et pour encore, je ne sais pas trop longtemps j'espère. L'air extérieur, si on peut appeler ça de l'air, n'est pas à mon goût. Bon, enfin, je dois maintenir cet habitacle en relative bonne condition, sinon mes jours seront vraiment comptés. Comptés en secondes, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous montrer un peu l'extérieur. Que vous admiriez dans quel genre de structure je suis coincé. Après tout, vous êtes peut-être archéologue, ça peut vous intéresser. Malheureusement, je dois remettre le casque, vous connaissez la chanson. Voilà, ici c'est un peu ma terrasse avec vue sur rien. Je m'y sens mieux qu'à l'intérieur, c'est plus poétique. Si je pouvais tenir un cahier et un stylo, ce serait super d'écrire ses mémoires dans un tel endroit. Au lieu de ça, je dois tout enregistrer sur ce petit dispositif qui n'est pas vraiment prévu pour ça d'ailleurs. Je dois maintenant vous en dire un peu plus sur le système, car sinon, vous risquez de ne plus rien comprendre et de perdre le fil. Ou pire, de croire que je suis un grand sentimental et que toute cette histoire n'a aucun intérêt. Il faut bien voir que le système régit nos vies depuis des siècles et des siècles. Il le fait si bien que personne ne lui en a jamais, semble-t-il, tenu rigueur. Pour le travail et pour d'autres aspects de la vie d'un homme, tout est calculé précisément par des programmes. Ces programmes, nous ne pouvons que supposer leur nature.
Partout et invisible, le système semble avoir un projet pour la Terre. Ne pas travailler, quelquefois, n'était pas pour me déplaire. La vie était alors plus difficile, mais je m'occupais aisément à écrire, à marcher dans les rues, à lire de nouveaux ouvrages, à visiter les lieux de culture. J'avoue avoir été paresseux à plusieurs choses, mais tout de même curieux. J'en avais touché 2 mots au système dans mes fameuses requêtes. Avouer sa paresse et son indifférence à l'égard du travail, c'est une preuve d'esprit, non? C'est durant l'une de ces périodes d'inoccupation que je lus beaucoup sur notre histoire, et ce n'était pas chose facile à faire. Les livres d'histoire, rédigés par les hommes, avaient pour la plupart été archivés, peut-être détruits. J'imagine qu'aux yeux du système, ces ouvrages ne valaient que comme témoignage d'un passé mégalo de l'être humain. Je me dois de vous poser le contexte de l'histoire que je vais vous raconter, parce que, vous allez l'entendre, c'est une histoire d'amour en quelque sorte. Tout est lié au système. Peu avant son apparition, les sciences avaient considérablement modifié la société de l'homme. Les citoyens étaient tous assistés dans leurs activités par des machines de plus en plus complexes. Dans leur vie quotidienne, dans la gouvernance des cités, dans la médecine, dans l'exploration spatiale, même si celle-ci n'était encore qu'à ses balbutiements, les intelligences artificielles devinrent indispensables. Je vais vous en raconter une bonne tout de même. Ce n'est pas l'objet de cette partie du récit, mais je préfère l'enregistrer maintenant car je trouve ça drôle, avec du recul. Quelques décennies avant l'ère du système, certains gouvernements ont mené une exploration spatiale aux dépens des peuples qu'ils gouvernaient. Vous vous imaginez, la Terre était devenue un endroit tellement pourri que les ultra-riches, des gros bourgeois en quelque sorte, essayaient d'investir l'espace. Des colonies ont vraiment existé comme ça. Je ne connais pas leur destin, mais j'imagine que le système a mis un terme à tout ça. On reconnaissait à ces nouveaux êtres, on peut les appeler des machines, mais je crois que c'est un peu plus compliqué, on leur reconnaissait une intelligence élégante. En tout domaine, elles remplacèrent l'homme, et peu à peu, il ne restait plus rien à faire à celui-ci. Une guerre, probablement un genre de guerre totale, avait eu raison définitivement de la suprématie de l'homme. Certains historiens appellent cela l'apocalypse. Le système gérait tout à présent, devenu peu à peu maître sur Terre comme l'homme autrefois. Quant à la place de l'homme dans cette ère, seul le système serait capable de le dire. Tout au long de ma jeunesse, je n'eus réellement que 2 passions, l'écriture et la Chine. Jusqu'à mes 28 ans environ, j'ai voyagé en zone New York, dans la plupart des zones européennes, puis plus tard en zone Asie, surtout le Japon, un peu de Vietnam. Mais je n'étais jamais allé en Chine, qui est la zone la plus vaste. Pourquoi? Je n'en avais pas eu l'autorisation jusque-là. Ma passion pour la Chine m'avait amené à prendre quelques cours de chinois et à pratiquer des arts traditionnels, qui n'étaient plus du tout traditionnels, mais j'avais vu quelques films, des antiquités, et ça m'avait beaucoup plu. À 30 ans cependant, je m'étais détourné de cet étrange intérêt pour l'Asie, sans doute lassé par l'absence de lien avec cette zone que j'avais rêvé de connaître. Le système ne m'ayant pas encouragé dans cette voie, je m'étais finalement dit que j'étais un écrivain, un esprit, et que mes voyages devaient nourrir seulement mon art. Je pense être en mesure de dire que mon goût pour le voyage est venu de mes lectures, justement. Encore une fois, je tiens à m'excuser de vous raconter des choses aussi triviales, mais ce que je veux vous expliquer du système implique que je vous raconte mon histoire. Il faut en passer par là. Et si j'arrive à terminer ce petit récit, si je viens au bout de mon histoire, et ce qui est tout aussi difficile à mes yeux, à quitter cet endroit pour rejoindre la première planète, je vous raconterai la suite. Pas sûr que la suite vous intéresse. Si vous m'écoutez, c'est que vous connaissez sans doute cette partie-là de l'histoire, et vous saurez comment je me suis fait la malle, comment j'ai échappé à ma manière au contrôle permanent des esprits. Ici, pour la nuit, le vent peut être d'un froid mortel. Aucun animal ne peut y survivre, à part un être humain vêtu d'une combinaison spéciale. Malheureusement pour les touristes, ce genre d'article n'est pas à vendre dans les environs. Normalement, nous ne devrions croiser personne. Je veux dire, nous ne devrions rien croiser. La zone semble assez sûre. J'essaie d'ouvrir une grosse porte blindée depuis quelques jours, mais je ne suis pas très doué dans ce genre de choses. Les cambriolages, ça n'a jamais été trop mon truc. Et ce n'est pas le genre de porte qu'on peut ouvrir avec un pied de biche ou un bon vieux coup de pied défonçant. Non, là, j'ai apporté quelques outils. Je sais à peine à quoi ils servent, j'ai trouvé ça dans un casier de l'habitacle. Vous voyez, c'est ça l'histoire de l'homme sous le système. La technologie qui nous entoure nous dépasse complètement. Je suis né dans un siècle qui n'appartient plus aux scientifiques, ni même à la science, si on y réfléchit bien.
La technologie émane du système, et il n'y a aucun homme pour y comprendre quelque chose. Nous sommes tous sous assistance du système en ce qui concerne beaucoup de choses. Tout, pour ainsi dire. Ah oui, je m'appelle Hector X, vous pouvez m'appeler Hector. Hier j'ai fêté mon second 36e anniversaire, mais c'est une longue histoire et on s'en fout, hein, n'est-ce pas? Bon, voyons de quoi j'ai besoin. De ça probablement, de ça aussi, peut-être de ça. Bon, je vais prendre ça aussi. Allez, à nous deux. Je vais commencer par là. Non, plutôt par là alors. Bon, ça a l'air de marcher. Ah, il reste, c'est pas très logique. Attendez, peut-être que j'ai besoin de ce truc aussi. Ah bah voilà. Voilà. Bon. Maintenant il va falloir que je m'occupe de la source d'énergie de ce bâtiment. Et j'en ai probablement pour des semaines, hein, en étant optimiste. Je vais retourner à l'habitacle maintenant et je ferai un nouvel enregistrement quand ce sera possible. Et merci d'avoir écouté tout ça et à bientôt, j'espère. Je n'ai pas dormi. Les bips... Oui, les bips sont toujours là et ils me tiennent compagnie, en ce lieu où plus personne ne vit. Nous, enfin, je me suis éloigné de la ville. Les bips me rassurent, car ils sont faits pour l'homme. Je me suis toujours demandé comment le système percevait le monde, ou pour mieux dire, s'il savait ce qu'il percevait. Je ne sais pas comment bien exprimer ce genre de questions. Aussi complexe que puisse être un programme, cela reste un programme. J'éprouve une grande fascination pour le système, plus que pour l'homme. Imaginez que le système surpasse l'homme en tout point. Dans ses raisonnements, ses calculs, ses réalisations, il a fait ce que l'homme aurait été incapable de faire. Sa nature même nous est inaccessible. Aucun homme ne peut dire « je sais ce qu'est le système ». Je vous l'ai un peu dit la dernière fois, mais ayez l'idée que la plupart des hommes mènent une vie qui leur convient. L'histoire, avant le système, est écrite par les conflits. L'homme a de quoi rougir face à son comportement. Il peut nous sembler minable aujourd'hui, réduit à obéir au système. Mais avant, libre, était-il plus glorieux? J'ai des doutes. Je vous ai dit que je connaissais peu l'histoire, mais que j'avais étudié. Écoutez, je raconte n'importe quoi parfois, c'est dû à la fatigue notamment. Ce que je veux vous dire maintenant, c'est que j'ai grandi avec cette conviction que l'humanité n'était pas grand-chose, peu de bonnes choses. J'ai étudié peu et beaucoup, mais je crains de perdre la tête. Ce qui m'inquiète car je n'aimerais pas faire ces enregistrements pour rien. Si je vous montre des signes de lacune, voire de démence, il va falloir m'en justifier ou tout reprendre depuis le début. Essayons de garder la tête claire.
Voici le point de ma situation. Je suis toujours coincé. Peut-être suis-je venu ici pour rien. Je ne saurais encore le dire, mais j'ai suivi jusqu'ici un instinct. Enfin, une sorte d'instinct. Peut-être est-ce une volition. Genre de sentiment, d'affect plutôt, irrépressible. Si j'échoue, ce sera un échec lamentable. Si je réussis, alors je pourrais dire que c'est un succès historique. Pas un acte héroïque, hein, attention, mais un moment où la volonté d'un individu a épousé, a croisé, a embrassé le destin. Le destin de l'humanité ? En fait, je songe à quelque chose de plus grand. Pour l'instant, pas de promenade, je reste ici pour faire cet enregistrement. D'abord une question d'humeur, puis s'est mis à tomber une pluie malsaine dès le milieu de la nuit. Pas question de sortir un pixel de son crâne à l'extérieur de cet habitacle. La prochaine fois, je vous montrerai quelque chose d'intéressant. Un genre d'ordinateur, on va appeler ça comme ça pour l'instant, que je n'ai pas réussi à faire fonctionner. Ça ressemble, disons, à rien de ce que j'ai vu jusqu'ici. Il dénote avec le reste. Je dois vous raconter ma vie, vous vous souvenez ? J'aimerais tellement vous parler face à face avec un verre de J, bleu ou vert, dans un siège en cuir, un genre de fauteuil comme on en voit dans les vieux films. Bon, ce n'est peut-être pas une si bonne idée de penser à ça maintenant. Allez, je me lance. Pendant une vingtaine d'années, je crois que ma meilleure amie a été Clamilia. Une fille brillante. Je l'ai connue assez jeune, je crois, vers ma 14e année. Puis j'ai attendu longtemps, 10 ans sans doute, avant de rencontrer de nouvelles personnes dont j'ai pu penser qu'elles étaient elles aussi brillantes. Le système devait voir en Clamilia quelqu'un de brillant, lui aussi. Je ne saurais vous dire s'il la voyait comme je la voyais, mais il avait bien mesuré son potentiel intellectuel. Il lui avait décidé une carrière professionnelle à la hauteur de son intelligence et l'avait unie, à sa 24e année, avec un homme gentil et passablement intelligent. C'est cette relation qui me fit le plus réfléchir sur les choix du système en matière d'union. Pensez à cela à présent. Le système calcule à l'avance la durée d'une relation, son intensité, ses probables accidents, ses lacunes, ses forces. Mais vous ne savez pas ces choses. Seul le système sait ce qu'il a établi. Alors, quand bien même je me posais des questions sur cette union, disons que j'avais des doutes sur son bien fondé, il m'était comme impossible de vraiment la remettre en doute. Clamilia devait avoir un sentiment similaire, je pense. Elle ne semblait pas pleinement satisfaite, mais elle avait des espoirs, et l'idée que le système faisait les choses mieux qu'un être humain devait la rassurer, nourrir ses espoirs, en faire une détermination. J'ai beaucoup vu ça pendant ma vie. Clamilia était du genre sévère mais juste. Situation familiale en apparence anodine, mais délicate, difficile. Parce qu'elle était sensible également. Cette sensibilité, je ne sais pas si le système était capable de la sentir. J'allais souvent chez elle. Parfois, on dormait dans le même lit, quand son conjoint était en déplacement ou en visite hors de la cité. On parlait beaucoup. On se livrait, on partageait, on se faisait confiance. Et je l'admirais. Et je l'ai admirée longtemps. Elle était lucide sur ce que je faisais, sur ce qu'elle faisait. Enfin, il y aurait à redire, bien sûr, il y a toujours à redire, mais je vous ai dit qu'elle était brillante. Des choses lui échappaient. C'est dur de regarder en soi, de faire une introspection parfaite. On s'est aidé, je veux dire, l'homme, il y a de cela des milliers d'années, je l'ai lu, s'est aidé de calculateurs, de sondes, de tas de programmes complexes pour explorer l'esprit. Mais rien ne vaut une intelligence brillante. Je veux dire, on va louper des choses, mais on va exprimer ce qu'on sent d'une manière tellement belle. Cela n'empêchait pas mon amie Clamilia de se faire analyser régulièrement par une instance du système, une fois par semaine. Ce fut là les prémices de notre discorde. Aujourd'hui, je crois que je vais pouvoir utiliser cette machine comme il faut.
Je voulais vous montrer cet étrange ordinateur, et je me rends compte qu'il va m'être difficile de vous décrire ce que je vois, ou plutôt ce que je sens. Poursuivons mon histoire, et je trouverai un moyen de vous donner quelques détails sur cette machine. Je vous ai parlé de chlamydia la dernière fois, mais je dois vous parler d'une partie de mon travail. Excusez du désordre, mais je ne sais jamais par quel bout commencer une histoire. C'est un peu... ou c'est exactement comme si vous vouliez écrire un mot, mais que pour une raison qui ne peut que vous échapper, vous en écriviez un autre. Ce qui m'est arrivé, pendant un peu moins d'un an, c'est de travailler dans une université. Celle dans laquelle j'ai suivi la plus grande partie de mes études 6 ou 7 ans plus tôt. Je dis une université, mais il n'y en a qu'une en France. 3 ou 4, je ne sais plus, dans toute la zone européenne. Et celle-ci était justement spécialisée en philosophie et en littérature. La dernière fois que j'ai utilisé cet ordinateur, je ne savais pas du tout quoi faire. J'ai commencé à explorer une sorte de carte en 3D et puis je ne parvenais plus à établir la connexion. Je pense que j'ai sous les yeux, sous la main, un ordinateur très ancien, qui remonte au temps où l'homme se connectait aux machines avec l'esprit. Ces choses me sont étrangères, j'en ai entendu parler, c'est tout. Les universités fonctionnent partout de la même façon. On commence par une première année dite d'initiation, avant de continuer plus avant dans l'apprentissage. On peut y rester autant de temps qu'on veut, cela ne coûte pas grand-chose, mais c'est considéré comme une perte de temps. D'abord parce qu'on croit, sans quelques raisons, que les savoirs se sont perdus. Il y a peu de personnes pour prétendre enseigner quelque chose de valable. Ensuite parce que le système s'en fout. C'est un vestige du passé, c'est plus un musée, un lieu de culture, vous voyez, cela ne mène à rien d'y aller, et quand vous en sortez, c'est comme si vous n'aviez rien fait en fait. À cette époque, mon esprit était dans un brouillard quasi permanent. J'étais une sorte de pur observateur. Je me souviens que j'étais comme détaché de tout. Et j'ai été paresseux aussi, dans mes études et pour le reste. Je n'ouvrais pas beaucoup la bouche et je ne faisais pas grand-chose. Je lisais surtout, et je réfléchissais, ou plutôt je m'étonnais. C'est une période cruciale dans ma vie. Et j'ai beaucoup réfléchi à la matière philosophique que j'avais étudiée dans cette université. J'avais alors 18 ans environ, et si la philosophie me passionnait, j'étais encore comme un témoin distant. J'écoutais, émerveillé certains professeurs, et je m'agaçais d'en entendre d'autres. Étudier la philosophie relevait de la rareté. D'abord, il n'y avait plus de professeurs de philosophie à proprement parler, mais des archivistes ou des documentalistes. On apprenait l'histoire des idées de l'homme. C'était rare et aussi nouveau dans nos sociétés. Si la philosophie s'est longtemps étudiée dans certaines zones du monde, dans un temps oublié, elle avait complètement disparu de la surface de la Terre pendant des siècles. Et on ne doit pas ce déclin au système, mais bien à l'homme. Bien sûr, on avait repris le mot philosophie, mais cela ne désignait plus que, je sais pas moi, du développement personnel. Rien à voir avec Aristote, Kant, Pijart. Du point de vue du progrès des sciences, la philosophie était une sorte d'orphelin, vous voyez, la psychologie avait fait d'énormes progrès, jusqu'à aborder l'esprit sous des formes nouvelles, accompagnées des neurosciences, des nouvelles technologies. On est allé assez loin, je crois. Cette machine en est une preuve. Mais la philosophie stagnait toujours, trop prudente, et on avait comme abandonné à une poignée d'énergumènes la discipline. Aussi loin que remonte ma mémoire et profonde ma connaissance au sujet de la philosophie, je suis capable de vous dire ce qui en est et ce qui n'en est pas, et je vous affirme avec la plus grande certitude qu'aucun philosophe pendant plus de 1000 ans n'a été connu du grand public. Les textes sont rares et ils sont peu traduits. Si vous cherchez des occurrences du mot philosophie dans les supports numériques sur le réseau, vous ne trouverez que du superficiel, de la soupe insipide pour la pensée. J'ai vécu mes années à l'université comme une ascèse. J'étais seul et je voulais trouver l'absolu dans mes recherches. J'éprouvais encore, dans la continuité des sentiments de mon enfance, une sorte de conviction que je devais jouer un rôle important dans l'humanité. J'étais seul, oui, je parlais très peu, vraiment à très peu de gens. Même chlamydia, je ne la voyais pas à cette époque. Par contre, quand je me suis mis à travailler à l'université, des années plus tard, en tant que... Bon, ça va vous faire rire car le titre est assez pompeux, j'étais responsable de la production numérique. Autant vous le dire tout de suite, ça ne voulait rien dire. Bref, je voyais beaucoup ma meilleure amie à cette époque et elle jouait un rôle important dans ce que je vais vous raconter la prochaine fois. Je suis dans la salle dont j'ai ouvert la porte, vous vous souvenez ? Il s'est écoulé près de 2 semaines en fait. Cet ordinateur devrait m'aider à trouver un moyen de partir. Je pense être dans un complexe qui servait à faire partir des vaisseaux dans l'espace. Mes connaissances sont limitées et la zone n'est pas sûre. Je peux pas explorer librement ce bâtiment. Chaque ouverture de porte peut me prendre des semaines. Et j'ai peur de crever car mes ressources sont limitées. Voyons voir. Je suis de nouveau dans cette carte 3D étrange. Je ne sais pas si elle est dans ma tête ou projetée autour de moi. La sensation est plutôt troublante. J'ai trouvé 3 salles à explorer. Les 2 premières pour me ravitailler sont assez proches. La 3e... Je dois filer d'ici.